Les armes à feu, les flingues, le complexe militaro-industriel, l'industrie de la mort, le capitalisme guerrier, l'apartheid global. On va parler de flingues aujourd'hui tout le monde, on va parler du complexe militaro-industriel, je pense qu'on va parler de comment le business des armes est intrinsèquement lié à la guerre, au fait que ça nous dirige tout le temps vers la guerre, on va peut-être aussi parler du fait que la guerre n'a jamais cessé concrètement. Aujourd'hui, on va parler d'un reportage fait par Charles Villa en collaboration avec Disclose. Vous savez, ma passion pour Disclose, ça reste un de mes papiers préférés. Donc je suis un peu hype, on va regarder ça, la miniature est bien déjà, et c'est parti pour parler 5 minutes du coup de tout ça, enfin 5 minutes, non la vidéo fait une demi-heure, on est parti pour au moins 1h20, c'est parti tout le monde. Depuis plus de 2 ans, l'État israélien bombarde les Palestiniens de la bande de Gaza. De jour comme de nuit, des missiles guidés frappent des hôpitaux. Des écoles aussi, des mariages, des fêtes chrétiennes. Des écoles abritant des familles entières. Des convois humanitaires. Ah, j'allais dire les convois humanitaires. Et nos collègues journalistes. Il y aurait plus de 70 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. Et encore plein d'autres trucs. Et plus de 50 000 enfants tués ou blessés depuis octobre 2023. Ces chiffres, ce sont des estimations basses parce qu'il y a toujours des corps ensevelis dans les ruines des bâtiments détruits par l'armée israélienne. Derrière ces massacres, il y a une industrie qui tourne comme jamais, celle de l'armement. Pour atteindre un tel niveau de destruction, l'État israélien a besoin de beaucoup de matériel. Il faut faire voler des avions et les équiper en missiles. Ça pareil, le fait de bombarder des zones, on a l'impression que c'est un truc hyper récent et que c'est une stratégie de maintenant, tu vois. Alors qu'en fait, si tu creuses un peu quand même d'où ça vient et comment est-ce qu'on fait de la méthode coloniale depuis un petit peu toujours, ben tu peux trouver des filiations assez particulières, hein. Genre par exemple, le fait qu'à une époque, notre puissance coloniale entre autres, reposait déjà sur de la technologie. Dès le début. C'est-à-dire que une des raisons qui fait que par exemple on a pu ouvrir des comptoirs en Inde, c'est parce qu'on créait, à cette époque-là, des immenses navires de guerre, genre des espèces de grosses forteresses indestructibles, qui étaient capables, littéralement, de bombarder une ville à distance. L'intérêt d'avoir cette immense forteresse flottante, c'est pas juste de pouvoir balancer des antennes de troupes sur le sol, tu vois. C'est aussi de pouvoir rester bien loin, bien en sécurité, et de faire sur une ville pour pouvoir la faire céder ou pour pouvoir imposer des trucs, tu vois. Genre, la répression et la colonisation, c'est toujours systématiquement appuyé sur des technologies de guerre qui ont évolué à la fois avec elles ou parfois on fait évoluer la répression, ça va un peu dans les deux sens. C'est des choses qui sont très enracinées et qui sont très liées l'une à l'intérieur de l'autre. Il faut perfectionner des drones tueurs et assembler des tanks. Plus ou moins ce type de blocus qui a forcé le Japon à s'ouvrir au commerce mondial, entre autres, mais pour plein d'autres trucs aussi. Il faut fournir des armes à ces forces d'occupation au sol. Et pour ça, l'armée israélienne s'appuie sur 2 poids lourds de son industrie de la guerre, les entreprises Elbit Systems et Aerospace Industries. Ces multinationales, elles sont directement complices de crimes de guerre et du génocide des Palestiniens. Et notre pays, la France, joue un rôle dans cette machine à tuer, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Ah bah on est parmi les plus grands vendeurs d'armes au monde, hein. Les découvertes dont je vais vous parler, c'est un travail d'enquête colossal de plusieurs mois fait par le média Disclose avec qui je collabore. C'est un sujet qui est pas facile à expliquer, mais qui je pense nous concerne tous, donc accrochez-vous. C'est tout pile dans mes lectures du moment, je suis trop contente. L'entreprise Elbit Systems, c'est le principal fabricant d'armes privées d'Israël. À lui seul, il fournit 85% des drones et la plupart des équipements militaires terrestres de l'armée israélienne. As a global leader in defense, we have been at the forefront of Israel's defense industry for decades. Roquettes, artillerie, munitions Et airsoft. pareil, ça aussi c'est un autre truc qui est important à comprendre, c'est que Israël, enfin du moins mais la colonie d'Israël, c'est
comment dire, c'est la suite aussi d'une longue, on pourrait presque parler de tradition de l'impérialisme qui consiste à avoir une situation coloniale en particulier, généralement plus ou moins gérée par la grosse puissance impérialiste du moment, dans lequel on fait de l'expérimentation militaire et on teste de nouvelles techniques de répression. Sur cette chaîne, je vous ai déjà beaucoup parlé de l'Algérie et à quel point en fait l'Algérie pendant des années a été ce terrain d'expérimentation. La bataille d'Alger, qui n'est pas une bataille d'ailleurs au passage, mais vraiment une prise de pouvoir autoritaire, a servi de référence pendant des années et des années pendant la formation des différentes troupes coloniales ou des différentes troupes de répression. La France, du coup, avec l'Algérie, ça a été ça pendant super longtemps, mais il y a d'autres pays aussi qui ont servi de terrain d'expérimentation militaire et de terrain d'expérimentation de répression. Guerre au Yémen, par exemple, etc. Et oui, bien sûr, gros coucou et gros shout-out à Mathieu Rigou, c'est grâce à qui j'ai appris tout ça. Kit de guidage pour les missiles, viseur de casque, le catalogue d'Elbit Systems est impressionnant et n'a rien à envier aux constructeurs américains ou européens. Peut-être parce qu'on leur a vendu les pièces pour les fabriquer, je sais pas. L'entreprise est détenue à 44% par le milliardaire israélien Michael Federman, qui est un ami proche de l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak. Et au sein d'Elbit Systems, cette proximité avec le pouvoir, on la retrouve aussi dans son conseil d'administration, qui compte un ancien général, Udi Adam, et Tzipi Livni, qui est une ancienne ministre de la Justice de Benjamin Netanyahou, mais aussi ancienne ministre des Affaires étrangères. Pour se développer, l'entreprise a racheté plusieurs grosses boîtes israéliennes comme IMI, Israel Military Industries, qui fabriquait l'Uzi, et le Desert Eagle. Que je connais surtout grâce aux jeux vidéo. Man, I feel it right here. Avec ce rachat, Elbit Systems est devenu incontournable si on veut comprendre l'industrie de l'armement israélienne, et c'est donc un acteur majeur des massacres de civils palestiniens dans la bande de Gaza. Et pour promouvoir leur arsenal de guerre, ils passent principalement par YouTube. Et pareil, ça, il faut pas croire que les méthodes de répression qui sont aujourd'hui expérimentées en Israël ne nous concernent pas. Parce que précisément, c'est comme ça qu'a toujours fonctionné le complexe militaro-industriel et le complexe de la répression, qui en fait est globalement la même chose. C'est-à-dire que les gens qui fabriquent des armes létales et non létales, c'est quand même un peu les mêmes. Et ben en fait, ça s'est toujours fait à travers un concept que du coup Mathieu Rigous dans son bouquin il développe, c'est le boomerang impérial. Il consiste à dire en gros que les techniques de répression létales, on les fait généralement du coup dans ces terrains d'expérimentation coloniaux, mais ensuite ça sert aussi à importer de nouvelles méthodes de répression en métropole. Et d'ailleurs, littéralement, si tu regardes un petit peu comment ça s'est passé, même d'un strict point de vue humain, les anciennes personnes qui étaient chargées, par exemple, du coup, de l'administration et de la répression en Algérie, sont devenues littéralement les mêmes personnes aux mêmes exacts postes pour faire de la répression sur les populations anciennement, les populations racisées en France. C'est-à-dire que c'est vraiment les mêmes personnes. Il y en avait même un qui, à l'époque, disait pour rigoler, il a juste suffi de changer l'étiquette sur le bureau et tout est resté pareil. Parce que, fondamentalement, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, les techniques de répression, de surveillance qui sont appliquées en l'objectif, c'est de pouvoir les utiliser sur nous aussi. C'est de pouvoir toujours, parce qu'il y a ce qu'on va appeler un apartheid global, à savoir la distinction de quel type d'armes ou de quel type de répression on va utiliser en fonction de si c'est des blancs ou pas. Donc, nous, on va toujours être privilégiés sur le plan de la répression, ça c'est certain, mais l'idée c'est aussi de pouvoir utiliser ces mêmes techniques de répression en métropole derrière, à la fois sur les populations racisées des banlieues, mais aussi sur les travailleurs de chez nous, quoi. Et d'ailleurs, même si vous êtes un agriculteur, au passage, parce que j'ai l'impression que les agriculteurs sont intimement convaincus d'être différents du reste de la... Non, d'accord, on sert les mêmes drones, les mêmes techniques de surveillance, tout pareil, tout pareil. We deliver solutions. C'est le terme gentil pour dire massacre. Solutions. That safe Les nazis faisaient déjà ça avec la solution finale. guard air, land, and sea. C'est terrifiant. Nous pouvons massacrer des populations depuis la mer, le sol ou les airs. Et ouais, et on peut tout filmer en 4K. Cette chaîne, c'est une succession de clips à la Top Gun de toutes les technologies et les armes que vend Elbit Systems. Publiquement, parce que encore une fois, on ne sait pas aussi quelles armes expérimentales
les différents complexes militaro-industriels nous gardent en stock. C'est que si ça se trouve, il y a aussi plein de technologies aujourd'hui de destruction ou de meurtre plus ou moins de masse dont on n'est probablement pas au courant. Decorated with numerous awards for creativity, innovation, and battle-proven products. D'ailleurs, si ça vous paraît pas assez, comment dire, sourcé tous les trucs que je raconte sur le fait qu'on a des terrains d'expérimentation militaire, etc., etc., etc. Enfin, sachez quand même que, bah, typiquement là, on voit beaucoup passer depuis tout à l'heure des solutions de combat aérien. Bah, ça date de l'Algérie, ça aussi. C'est la toute première utilisation d'hélicoptères sur un plan de la répression et sur un plan militaire, c'est en Algérie. C'était pour tenter de suivre les dissidents qui allaient se cacher plutôt dans les parties où il y a des grottes ou dans les parties où c'est beaucoup moins praticable avec des engins terrestres, qu'on a commencé à faire des premiers vrais hélicoptères de combat à proprement parler, et qu'ensuite ça s'est généralisé, ça s'est globalisé. Et c'est là où vous voyez que c'est typiquement une technologie qui du coup à la base était utilisée pour faire de la gestion coloniale, et aujourd'hui, un hélicoptère de combat, ou même un hélicoptère de police, ça choque personne. Ça ne dérange personne. Maintenant, essayez de repenser exactement à ce que je viens de dire et remplacer hélicoptère par drone. Et vous allez comprendre, genre, pourquoi c'était important à l'époque de lutter contre la loi sécurité globale, pourquoi les syndicats de police continuent encore et toujours à aujourd'hui pousser l'utilisation civile de drones, etc., etc., etc. Ça, c'est des technologies qui suivent à peu près le même genre de trajectoire. Ils diffusent régulièrement à leurs plus de 190 000 abonnés et potentiels futurs investisseurs des vidéos complètement lunaires comme cette publicité pour Noël. Don't let the weather ruin your Christmas. Wow, I see everything. Ils empruntent l'imaginaire Pourquoi tu regardais comme ça ce petit garçon, tu vas le bombarder? des enfants pour faire la promotion de matériel de guerre. Dans la dystopie est vraiment, vraiment, vraiment folle. C'est genre, c'est, on dirait que ça a été, enfin, tu sais, c'est ce moment donné où les marketeurs ont vraiment pris trop de cocaïne. Ça, c'est vraiment le moment où t'es censé leur dire, on fait pas ça, tu vois. Oui, on vit dans cette timeline là. Oui, c'est notre timeline à nous, c'est la timeline actuelle. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Aujourd'hui, les ramifications de cette Bah non, moi je refuse ton joyeuse fête. entreprise, avec ses filiales à travers le monde, elles sont tentaculaires. Ils ont énormément investi aux États-Unis, où ils ont notamment racheté les entreprises. Et pareil, une dimension que beaucoup de gens ont du mal à comprendre dans comment fonctionne le complexe militaro-industriel, peut-être qu'ils vont y revenir un peu plus tard, mais c'est que c'est pas du tout des considérations nationalistes. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment dire, voilà, il y a la méthode américaine de répression, la méthode française de répression, la méthode, etc. de répression, parce qu'en fait, pour le coup, les échanges de savoir et les échanges techniques autour de ces questions-là, elles sont globalisées et elles sont complètement mondialisées. C'est même parmi les technologies qui ont le plus rapidement été mondialisées, les techniques de répression, en fait. Parce que tu peux pas réfléchir le complexe militaro-industriel en mode, c'est des États. T'es obligé de voir une bourgeoisie globalisée, une bourgeoisie qui dépasse, une classe sociale qui dépasse largement les questions de frontières, qui ont un intérêt commun à faire ce partage de connaissances pour pouvoir maximiser la répression localement à chaque endroit. Et du coup, tu es obligé de penser le truc sur un angle international. Tu peux pas voir ça sans comprendre qu'en fait, quand une technologie, elle est certes mise au point par des troupes israéliennes pour des considérations coloniales autour de ce qu'on pourrait appeler un État satellite des États-Unis, que c'est des technologies qui vont être ignorées par la France, l'Allemagne, le Japon et les autres puissances impérialistes. C'est pas vrai. C'est du savoir qui s'échange. Universal Avionics, qui fabrique des composants pour l'aviation civile. Et c'est pour ça que là, on va voir, et je pense que ça va être un peu un des points du documentaire, c'est que là, du coup, on regarde des entreprises israéliennes, comment est-ce qu'elles font, du coup, pour créer leur technologie. Mais les ramifications, si tu commences à creuser, en fait, c'est beaucoup d'autres États qui vont être impliqués, parce que bah, ça va être lié à toutes les entreprises de défense et d'armement des différents pays qui vont, etc., etc., etc. Et surtout Spartan, Genre, ça peut pas être la responsabilité unique des boîtes israéliennes. qui est une boîte très importante pour la marine américaine. Spartan has been the leader in sonobuoy development and production for over 7 decades. Là-bas, ils ont plus de 3000 Oui, putain, c'est vrai, vous avez raison. Enfin, la pub avec le Père Noël qu'on vient de voir, on aurait dit une blague du joueur du grenier. Sauf que eux, ils l'ont fait premier degré. On est même plus. C'est-à-dire que, attendez,
Parce que, à la limite, qu'on vive dans le Gorafi, je veux bien. Même si, bref. Mais alors, si on vit dans le joueur du grenier, au bout d'un moment, le réel ne va pas supporter tant d'absurde. Ça va forcément, il va y avoir une réaction de rejet, ça va rejeter la greffe, genre. Employés, et vous allez comprendre à quel point leur intégration dans le système américain est importante en écoutant le PDG d'Elbit System. J'ai déjà ça. אנחנו מעמיקים את הנוכחות המקומית שלנו בשוק האמריקאי, Nous renforçons notre présence sur le marché américain. Nous sommes implantés dans 13 États. ואנחנו יושבים בארצות הברית ב-13 מדינות, ואנחנו חלק Et faisons partie de l'écosystème de défense américain. מהאקוסיסטם האמריקאי. על כל הפלטפורמות, על רוב הפלטפורמות האוויריות האמריקאיות. Là, quand je vous disais que c'était pas une question de nationalisme ou de nation. אם זה F-35, אם זה F-18 ואם זה F-15. Ici des avions. Dans cette conférence, le PDG il donne beaucoup d'informations et il explique que malgré ses investissements énormes aux États-Unis, leur principal client à l'export, en fait, c'est l'Europe. כל המדינות שצבועות פה בצהוב, Tous les pays colorés en jaune sont des pays dans lesquels nous avons des filiales. C'est pour ça que qui regardent pas et qui font que écouter, il y a la France dedans. מדינות שיש לאלביט חברות בעונות. Ce qui est intéressant dans ces déclarations, c'est qu'il annonce rarement officiellement à quels pays sont attribués certains contrats, sûrement parce que ses clients veulent rester discrets, et c'est souvent comme ça, surtout depuis le début du génocide. Mais pour autant, il dit très clairement qu'Elbit vend du matériel dans la plupart des pays européens, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et aussi la France. של איירבס הליקופטר. כל מסוק של Chaque hélicoptère Airbus, qu'il soit civil ou militaire, est équipé d'avionique Elbit. איירבס הליקופטר, D'ailleurs, ça va dans les deux sens, hein. Nous, ici, à Grenoble, par exemple, on a une boîte qui s'appelle ST Microelectronics. Bon, ben, c'est des gens qui fabriquent des puces qui vont dans les drones israéliens, hein. C'est... attendez. C'est par là-bas, quelque chose comme ça. Voilà. Ça va dans les deux sens. טס, בין אם צבאי ובין אם אזרחי, יש בו אביוניקה של אלביט. Le succès d'Elbit System, c'est eux-mêmes qui l'expliquent avec fierté en utilisant 7 arguments de vente. Leurs produits sont combat proven, ça veut dire qu'ils ont fait leurs preuves sur le terrain. Ça, c'est hyper important. Justement, quand je vous parlais de terrain d'expérimentation militaire, ça sert aussi à faire des arguments de vente, hein. En réalité, concrètement, ça veut dire quoi? En fait, quand on collabore avec Elbit System, c'est Ça veut dire qu'on a déjà buté des gens avec. On accepte d'utiliser la bande de Gaza et la Palestine comme un laboratoire. After a battle is over, the need for security remains. Elbit Land, working hard for a safer today, so they can have a better tomorrow. Dans une vidéo sur leur chaîne YouTube, on peut aussi voir Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien jusqu'en novembre 2024, qui vient faire la promotion de l'entreprise. מה שאתם עושים זה ציונות כחול לבן. תודה והערכה גדולה לכם. Yoav Gallant, c'est l'un des principaux responsables de massacres de civils palestiniens. Le mec est quand même en 4K en train de dire c'est bien, nous avons plein de nationalistes patriotes. En mode c'est bien. Et il est d'ailleurs visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. T'inquiète pas, ça c'est quasiment un passe-droit pour aller dans l'espace aérien français, normalement. Limite c'est plus simple quant à ça. Depuis le début du génocide, la France a autorisé au moins 4 livraisons vers Israël et ses fabricants d'armes. À chaque fois, ces contrats sont restés ultra secrets jusqu'à ce que Disclose les révèle. Ils ont d'abord découvert que l'entreprise Nous on avait découvert des datas sur les missiles de MBDA par exemple. marseillaise Eurolinks fabriquait des maillons pour des munitions de mitrailleuses à destination de l'entreprise Israel Military Industries, la filiale d'Elbit System. Ces maillons qui sont fabriqués en France, en fait ils servent à relier des cartouches de balles qui sont susceptibles d'être utilisées dans la bande de Gaza. Ça, on est sûr qu'ils en ont livré au moins 100 000 fin 2023. Et en 2025, il y a eu au moins 3 autres livraisons de millions de maillons par bateau. Cette polémique qui enfle, la France fournit-elle des armes de guerre à Israël? Les travailleurs CGT du port de Les millions de maillons égale millions de balles, hein. Marseille refusent d'embarquer du matériel militaire français. Ils refusent, je cite, d'être complices de massacres. Disclose a aussi révélé que des transpondeurs pour des drones militaires ont été livrés début 2024 depuis l'aéroport de Charles de Gaulle par l'entreprise Thales dont l'État français est actionnaire. Ah, Thales aussi, ouais. Ces transpondeurs, ce sont des pièces essentielles pour déterminer la position du drone dans le ciel et éviter des collisions. Ils équipent le modèle Hermès 900 que l'armée israélienne utilise au quotidien dans des massacres de civils palestiniens. Il y a aussi une autre boîte française qui est concernée par ces livres.
Thalès, ça connaît bien. Moi, je crois que je connais des gens qui bossent là-bas. Hein. Raison, et elle est un peu moins Tout comme je connais des gens qui bossent à ST Microelectronics, hein, pour être honnête. connue. Elle s'appelle Aubert et Duval. C'est une énorme entreprise de métallurgie de pointe spécialisée dans plusieurs domaines. Aubert et Duval, ils produisent notamment des pièces d'acier utilisées pour des armes de petit et gros calibre. Ils ont fabriqué des tubes en acier pour des canons qui devaient être livrés en juin 2025. Non, on n'a pas encore parlé de Lafarge. Et suite à la mobilisation des Il y a un monde où il en parle plus tard. dockers de Fos-sur-Mer, les tubes ont été renvoyés à l'entreprise, mais on ne sait pas aujourd'hui s'ils ont fini par parvenir à Elbit Systems en Israël. C'est hyper difficile de savoir exactement les conséquences qu'ils ont pu avoir dans des exactions contre des civils. Sur ces livraisons d'armes spécifiquement, la seule chose que le gouvernement veut bien concéder, c'est le chiffre global des contrats qu'on a passés avec Israël. En 2024, 16,1 millions d'euros d'armement français ont été livrés à l'État israélien. C'est un chiffre officiel tiré du dernier rapport au Parlement sur les Donc il est sûrement très sous-estimé. exportations d'armement de la France. Et la raison de ces ventes, selon le gouvernement, ça serait que ces équipements serviraient la Je défense pense de que tu peux facilement faire un x4, x3. l'État israélien ou qu'ils seraient réexportés vers des pays tiers, donc potentiellement revendus. Pas de vente d'armes à Israël. Oui, nous vendons des composants sur des systèmes défensifs, et notamment le dôme de fer. Et vous savez que ces systèmes sont purement défensifs et Non, nous ne vendons pas d'armes à Israël. Nous sommes juste spécialisés dans une technologie que seul l'État israélien utilise. Rien à voir. qu'ils ne peuvent pas être retournés de manière offensive contre qui que ce soit. Le problème avec cette ligne de défense, c'est que déjà, si on livre du matériel aux principaux fabricants d'armes d'Israël, même s'ils sont revendus à d'autres pays après, ça signifie quoi qu'il arrive que notre pays soutient l'économie de guerre de Benjamin Netanyahou. Il n'y a pas d'armes vendues. Alors du coup, vu que c'est une technologie où ça peut pas être retourné contre les populations, soi-disant, pourquoi est-ce qu'on la donne pas, je sais pas moi, à des pays qui se font bombarder par Israël, par exemple? Vu que c'est une technologie qui apparemment est tellement douce et inoffensive, pourquoi est-ce que on va pas filer de l'armement pour faire un dôme de fer dans les pays autour d'Israël qui se font bombarder assez régulièrement? Genre c'est le Liban, je crois, qui se fait bombarder assez fréquemment par Israël. Oui, il pourrait avoir un dôme de fer aussi, non? Si c'est si inoffensif. À Israël. Mais surtout, dans les faits, l'État français n'a aujourd'hui aucun moyen de contrôler où vont réellement ces composants ou ces technologies. Cette vidéo, elle a été filmée le 26 mai 2025 et vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux parce qu'elle a fait le tour du monde. Cette petite fille qu'on voit en train d'essayer d'échapper aux flammes s'appelle Anin Al-Wadi. Elle a seulement 5 ans et elle vient de survivre à un bombardement de l'armée israélienne sur une école où elle avait trouvé refuge avec sa famille. Ses parents C'est ça, tous les 2 jours environ, le sud du Liban se fait encore bombarder. Ouais, voilà. Bah pourquoi ils ont pas le dôme de fer, eux? et sa sœur ont été tués sous ses yeux. هذه المدرسة مأوى آمن معروف لكل العالم. فأنا يعني مش عارف إيش بدي أقول. جوات انتو إيش بدك طفلة زي هذه بتحكي أنا بدي ماما وبابا بيموتوا. مش عارف. Je l'ai vue quelques mois plus tard dans l'hôpital de Médecins Sans Frontières à Amman en Jordanie, où elle est soignée avec ses grands-parents et elle est complètement traumatisée par ce qui s'est passé. On sait aujourd'hui que ce bombardement qui a massacré toute sa famille, c'était un missile GBU-39 fabriqué par l'entreprise américaine Boeing. Mais l'aile de ce missile, la Diamond Blackwing, a été construite par une filiale de la multinationale franco-britannique MBDA. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mastodonte de l'armement, c'est un des plus gros constructeurs de missiles du continent européen. Et d'après l'enquête de Disclose, ces bombes équipées de composants MBDA ont été utilisées par l'armée israélienne dans 24 frappes qui ont tué plus d'une centaine d'enfants. Je comprends l'intérêt politique d'insister sur les enfants, mais j'aimerais bien qu'on ait le ratio global de tout le monde. Genre, moi ça me fait, désolé de le dire, mais c'est tout aussi grave quand des gens meurent tout court en fait. Genre, tout le monde, bref, je suis tatillon. C'est juste que c'est. At this school site, more than half of the victims were children, adding to a growing share of deaths among the youngest generation in Gaza.
The Après, Israeli c'est vrai que là, ils bombardent quand même spécifiquement des écoles, hein, donc il y a aussi un intérêt de parler des enfants par rapport à ça. military also declined to elaborate further on the choice of the weapon and the high number of casualties among children. Imaginez maintenant si on avait la possibilité d'enquêter sur les milliers de bombardements qui ont eu lieu dans la bande de Gaza ces 2 dernières années et qui ont servi à massacrer des civils innocents, des enfants. Combien de missiles, combien de technologies ont pu avoir des composants issus de l'industrie de l'armement française? Mais quasi tout, hein, c'est le principe d'avoir mondialisé. Grâce au travail de nos collègues reporters palestiniens, on arrive parfois à retrouver, avec des débris et des géolocalisations, beaucoup d'informations sur les origines de ces frappes. Mais c'est quasiment impossible de tout documenter, surtout qu'aucun gouvernement ne nous laissera travailler librement et fera preuve de transparence. Dans la réalité, quand on vend des armes, c'est quasiment impossible de savoir exactement comment elles vont être utilisées par nos partenaires, que ce soit maintenant ou dans le futur, et ça on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et puis vraiment, on pourrait vraiment parler de la responsabilité des gens qui fabriquent des armes aussi, tu vois. Je suis désolé, mais genre il y a énormément de massacres et de génocides qui ont été commis tout autour de la Terre grâce aux puissances occidentales qui ont armé les gens qui ont commis ces génocides. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi ce truc de le génocide est rendu possible et encouragé par des puissances occidentales pour faire fonctionner aussi un complexe militaro-industriel derrière, afin de pas avoir des trucs conséquences impérialistes, etc. Peut-être qu'il y a une responsabilité de leur part, je sais pas. Genre on a suivi il y a pas si longtemps que ça un reportage d'une meuf qui avait été en Afrique quand elle était plus jeune et qu'elle avait suivi un coup d'état de l'intérieur. Et on voyait très clairement que ce coup d'état n'aurait jamais pu être rendu possible sans de l'ingérence étrangère en fait. La France en l'occurrence. On est en juillet Mais à la fin, on a assisté à un procès et on a juste jugé un seul mec, qui était le chef de cette rébellion puis de ce génocide. Mais ça suffit pas en fait. Ça n'en empêchera pas d'autres de venir. C'est là aussi où vous voyez on parlait de justice un peu différemment, ça a du sens aussi, hein. Pas seulement sur les affaires de VSS, mais aussi pour ce genre de situation, quoi. Où t'es en mode, oui, bon, d'accord, vous avez condamné le mec qui était à la tête de cette organisation-là, mais vous avez rien changé à rien d'autre. Et après, on s'étonne que ça recommence. 2019 et je débarque dans la guerre au Yémen. À l'époque, la situation sur place est considérée comme la plus grave crise humanitaire dans le monde et j'ai réussi à pénétrer dans le pays avec une fausse identité professionnelle. Je suis venu pour vous expliquer comment la guerre impacte le quotidien des civils, mais aussi pour vous montrer leurs conditions de vie. Ça, c'est un peu son kink à Villa, de se mettre dans les pires situations possibles. En fait, à ce moment-là... Mais vraiment, heureusement, c'est comme la meuf qui avait été justement, dont j'ai parlé précédemment. Ok, d'accord, ils sont un peu suicidaires corps, mais on a vraiment besoin d'eux, hein. L'ambassade du Yémen ne délivrait aucun visa pour les journalistes sur ordre de l'Arabie Saoudite, qui faisait tout pour qu'on ne documente pas la guerre sur place, et ces restrictions concernaient particulièrement les journalistes français, et vous allez comprendre pourquoi. Elle était Ah non, mais la meuf c'est une des personnes les plus courageuses dont on a jamais parlé sur cette chaîne. Pour vous donner un peu de contexte... Et pour Villa, c'est un peu pareil en vrai. Hein. À partir... Enfin, ça, c'est des vrais journalistes, tu vois. Enfin, sans vouloir faire d'échelle de valeur à la con, hein, sachant que moi-même, je considère que je fais un travail plus ou moins journalistique, ça vaut... Enfin, à côté d'un journaliste comme Villa, tu vois, tu te fais petite, je pense, hein, même quand t'es pigiste ou quoi. Enfin, tu sais, genre, il faut quand même avoir un certain niveau de grosses psycho-balls pour faire ça, hein. De mars 2015, l'Arabie Saoudite prend la tête d'une coalition de 10 pays arabes pour conduire une opération militaire au Yémen. Cette offensive, elle doit permettre de détruire la rébellion des Houthis, une minorité soutenue par l'Iran. Mais en réalité, le conflit va s'enliser pendant des années et faire énormément de victimes civiles. Une fois sur place, avec l'aide d'humanitaires, j'ai pu me faire passer pendant une dizaine de jours pour un responsable de la communication d'une ONG. Mais en réalité, toutes les vidéos que je vais filmer vont me permettre de documenter une partie de la crise humanitaire qui ravage le pays. Et 2 mois avant cette mission, Disclose venait de faire des révélations très graves sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Ils ont découvert une note secrète de l'armée et c'est la première fois dans l'histoire qu'un document aussi confidentiel est révélé au... T'as raison, genre, je sais plus qui c'est qui avait dit, un vrai journaliste est autant sur le terrain qu'au tribunal pour contrer les procédures Bayon. Bah en fait, tu vois que l'intérêt journalistique d'une personne peut être mesuré à quel point ça dérange
des gens, et en particulier le pouvoir. Parce que si ça dérange des gens, et que tous les gens que ça dérange, c'est des personnes minorisées, marginalisées, ce genre de choses, tu vois, bizarre. Si ton taf journalistique fait que tu t'es mis des personnes puissantes à dos, c'est qu'a priori, t'as le nez creux continu, quoi. Au grand public. Dans ce rapport de 15 pages qui a été remis au président Emmanuel Macron en 2018 par la Direction du renseignement militaire, la DRM, on trouve la liste d'une partie des armes vendues par la France et utilisées dans le conflit yéménite. Il prouve que des centaines de milliers de civils vivent sous la menace d'armes fabriquées en France et donne des informations qui démontrent que cet armement pourrait être impliqué dans des crimes de guerre. Il y a notamment cette carte qui indique la population sous la menace des bombes, et ce chiffre, 436 370 personnes possiblement concernées par des frappes d'artillerie. Et autour des Césars, la DRM a tracé de larges cercles striés de rouge qui délimitent la portée de leurs obus. Ces cercles y touchent des territoires qui sont habités par des populations civiles. Quand on regarde ensuite les zones de tir des canons César indiquées sur la carte et qu'on les croise avec les informations fournies par la base de données de l'ONG ACT, il n'y a pas une tentative de loi pour faire tomber l'anonymat des sources? Complètement. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que je disais mardi sur les lanceurs d'alerte, où j'expliquais que oui, effectivement, il faut vraiment protéger les lanceurs d'alerte parce qu'ils sont attaqués en ce moment et qu'on en a besoin. Par contre, on ne peut pas se contenter de dire il faut des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'il faut que ce que nous disent les lanceurs d'alerte, ça ait des conséquences politiques, sinon ça sert à rien d'en avoir. CLED, qui recense tous les bombardements du Yémen, on remarque qu'entre mars 2016 et décembre 2018, 35 civils sont morts au cours de 52 bombardements localisés dans le champ d'action des canons français. Par exemple, le 25 août 2018, un tir d'artillerie vise une localité voisine de la ville de Harad. Une maison s'écroule, il y a 1 mort et 3 blessés. Et quand on positionne ce bombardement sur la carte, il se trouve dans la zone de tir des canons César, postés de l'autre côté de la frontière. Si on n'avait pas toutes ces informations de la note confidentielle, on aurait pu continuer à croire le gouvernement sur parole. Notre invité aujourd'hui... Jamais je crois à un gouvernement comme ça sur parole. Des armées, Florence Parly. À l'époque, quand on interrogeait la ministre des Armées Florence Parly sur l'utilisation du matériel de guerre français dans ce conflit, elle a su... Genre, désolé de faire ma Viktorovitch de base, mais ce gouvernement nous a très largement démontré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Dans tous les médias qu'il a interrogés que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas connaissance du fait que des armes soient utilisées directement dans ce conflit. Il y a un certain nombre d'armes qui sont des armes de protection. À ma connaissance, ces mots ont un sens. À cause de ces révélations, les journalistes de Disclose ont été convoqués par les services de renseignement français au 4e sous-sol du siège de la DGSI qui se trouve ici à Levallois-Perret. Des agents les ont interrogés pour savoir qui leur avait donné les documents, mais les journalistes n'ont répondu à aucune question en invoquant leur droit au silence. Le ministère des Armées a quand même porté plainte et 9 mois plus tard, le média Disclose a reçu un courrier du procureur de C'était moins censuré que les Epstein Files. La République, qui leur annonçait qu'il avait décidé de ne pas engager de poursuite pénale, tout en précisant que la procédure constituera un précédent judiciaire. À l'époque, dans la profession, on a compris que c'était très grave et qu'on était à un point de bascule, parce qu'il faut savoir que le secret des sources en France, c'est un principe fondamental qui protège les journalistes. Il nous permet de recevoir des informations sensibles qui peuvent être d'intérêt public, sans que nos sources puissent être traquées et subir les conséquences de ces révélations. Cette protection, elle est indispensable pour qu'on puisse enquêter librement. C'est vraiment un pilier de la démocratie. Sans elle, les citoyens n'auront plus les moyens de contrôler ceux qui les gouvernent. Et dans le cas des ventes d'armes, on considère que c'est un sujet d'intérêt public et que vous avez le droit de savoir où vont les armes qu'on fabrique et à qui elles sont livrées. C'est important de rappeler que le journalisme, c'est pas seulement le 4e pouvoir, c'est aussi un contre-pouvoir important. En 2024, notre pays, c'était le 2e vendeur d'armes au monde, derrière les États-Unis, mais devant la Russie et la Chine. Dans la majorité de la presse, c'est quasiment toujours présenté comme une fierté. Les gros contrats sont souvent mis en avant comme une victoire de l'équipe de France. Chacun peut avoir son avis sur le sujet, mais il y a quand même un gros problème, c'est qu'on en vend même quand il y a des embargos sur les armes. Oui, voilà, genre on en a vendu à tellement de gouvernements autoritaires. Basez la vidéo, de fou, hein, pour le moment, franchement, c'est super clean. Hein. Attends, je vous ai dit, Disclose les goths. Hein. En 2014, après l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine, l'Union européenne a mis en place un embargo sur les ventes d'armes à la Russie. C'est la décision 833 du Conseil européen, mais en fait, il y avait une brèche dans cet embargo, parce qu'il n'était pas rétroactif, c'est-à-dire que les livraisons liées à des contrats signés avant l'embargo pouvaient être maintenues.
Et dans les faits, à l'époque, le président François Hollande a quand même annulé certains des contrats On a vendu à l'Égypte, bah entre autres, ouais. d'armement, notamment un qui datait de 2010 et pour lequel la France devait livrer 2 porte-hélicoptères Mistral, mais ça n'a pas empêché que d'autres livraisons à côté continuent. Et c'est aussi ce qu'a révélé Disclose. Pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, le gouvernement français a autorisé l'exportation de 55 caméras thermiques Catherine XP destinées à moderniser des systèmes de visée des tanks russes. Ce modèle de caméra, en fait, il permet de détecter des cibles humaines en pleine nuit ou de repérer un véhicule dans un rayon de 10 km. Non mais je croyais que les Russes c'était les grands ennemis du moment, c'était le grand empire qui voulait mettre en danger la démocratie libérale. Bah alors on leur vend des armes. Ces caméras, elles sont fabriquées par l'entreprise française Thales, dont l'État est actionnaire majoritaire. Thales Solutions augment combat capabilities, Solutions. protecting the forces in the field from enemy jamming and cyber threats. L'objectif, selon les propres éléments de communication de Thales, c'est d'être le premier à ouvrir le feu. Pas du tout red flag ça. Et cette livraison, elle était classée confidentielle défense et le président a été interrogé dessus après les révélations de Disclose. Ce qui a été mis en lumière par vos collègues et qui correspond d'ailleurs à ce que la France n'a jamais caché, ce sont les fins de contrat dans des montants très réduits, essentiellement d'ailleurs sur des équipements qui sont... T'as pas l'air à l'aise Manu, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air un peu gêné. Sont tout à fait connus et qui étaient en conformité avec ces engagements de la France. Et donc, j'imagine donc qu'ils n'ont vraiment rien révélé. Hein, donc la France a pris les décisions qu'elle devait prendre en 2014. There is no alternative. Dans ce que vient de dire Emmanuel Macron, il y a un mensonge et un énorme problème. Déjà, il dit que le matériel était connu, c'est faux. C'est Disclose qui a révélé que c'était des caméras thermiques à destination des tanks. Auparavant, c'était une information classée confidentielle défense. Ensuite, le problème, c'est quand il dit que ce sont des fins de contrat. Mais c'est vrai que Chiappa, derrière, elle est en train de fondre sur elle-même. Darmanin, il sait pas ce qu'il fait là. Et Macron bégaye. Pour des montants très réduits. Comme si c'était pas important, alors qu'on parle de matériel de guerre qui pourrait être utilisé contre des civils, parce que c'est ce que fait systématiquement l'armée russe dans toutes les zones de conflit où elle est déployée. C'est ultra documenté, ils utilisent et testent leurs armes de guerre dans des zones civiles, d'ailleurs particulièrement en Syrie, au moment où le président fait cette déclaration. Bah alors Manu Max. Et la réalité, c'est que quelques années plus tard, en avril 2022, juste après le début de l'invasion russe en Ukraine, un média ukrainien a fait une vidéo sur le matériel russe découvert après les massacres de Boutcha, où plus de 450 civils ukrainiens ont été tués. Et sur un des... Ça va, c'est pas des canons, c'est juste des caméras pour viser. Ouais, en vrai, je sais que tu dis ça au second degré, mais la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui vont répondre ça premier degré, tu vois. Sauf que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que, ok, c'est une caméra, mais c'est une caméra qui sert à mieux viser, donc à provoquer plus de morts. Et l'armement, ça a toujours été ça. En soi, commettre un massacre, ça s'organise, tu vois. Mais l'armement et le complexe militaire-industriel, ça a toujours été une question d'optimiser ça. Optimiser le nombre de morts, optimiser la capacité de destruction. Donc, même si c'est que des caméras, ou si c'est que des ailes, ou si c'est que des... Faut pas du tout être dupe sur le fait que chaque élément est indispensable à la mort et à la destruction. Mais je sais que tu disais ça au second degré. Ils ont retrouvé une caméra thermique Catherine de Thales fabriquée. Juste j'en profite parce que c'est ce qu'on va nous répondre. Par une de ces usines en Russie. Donc oui, il y a bien un risque que du matériel ait pu servir à viser et tuer des civils sur place. Donc là, vous pouvez voir, il y a 5 tanks là-bas. On peut voir des restes de douilles de balles, de roquettes. Avec cette logique-là, dans ce cas-là, c'est la faute du canon mais de la balle. Bah, c'est la faute de tout le monde. Enfin, c'est surtout la faute des gens. Enfin, c'est-à-dire que le vrai objectif, c'est l'optimisation. C'est le fait de tuer des gens plus rapidement, quoi. Et je précise aussi que c'est ce que m'avaient raconté des Genre le responsable, c'est l'ensemble du système impérialiste. Ukrainiens que j'ai croisés dans les villes de Boutcha, Irpin, Vorzel et Borodianka dans les jours après leur libération. Ok. À ce moment-là, je réalisais un reportage sur les crimes de guerre de l'armée russe dans la région. Et plusieurs personnes m'avaient dit que les chars tiraient sur leurs maisons et sur les civils qui essayaient de s'enfuir. Évidemment.
le niveau de destruction dont on est capable fait quand même vraiment bader. Hein. Donc pour en revenir à la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est évidemment un contrat qu'on aurait pu choisir de ne pas honorer. À l'époque, la Commission européenne avait d'ailleurs rappelé que normalement ces États membres étaient censés respecter ce qu'on appelle la position commune de 2008. Et cette position commune, en fait, c'est une règle qui régit le contrôle des exportations d'armement et c'est stipulé très... Et puis après, t'as Macron qui vient nous voir en mode sauveur de l'Europe contre la folie mégalomane de Poutine, alors que, bon... clairement que les États membres doivent refuser les exportations d'armement dès lors qu'elles peuvent provoquer ou prolonger des conflits armés, ce qui était absolument le cas pour le conflit en Ukraine. Notre pays est d'ailleurs aussi signataire du traité sur le commerce des armes, le TCA, qui contraint normalement le gouvernement à n'autoriser aucun transfert. Alors non, c'est pour trouble du comportement alimentaire, tu racontes n'importe quoi, Charles. D'armes, dès lors que celle-ci pourrait servir à commettre des actes contre des civils ou des biens de caractère civil. En vrai, je fais des vannes, mais je sais qu'il se balade sur Twitch. Peut-être qu'un jour, j'aurai Charles Villa dans mon chat, ce serait extraordinaire. Toutes ces informations montrent qu'on viole le traité et qu'on est complice d'exactions. Le 19 septembre 2023, 10 agents de la DGSI frappent à la porte du domicile de Ariane Lavrieux, une journaliste de Disclose. Elle est perquisitionnée puis arrêtée quelques heures plus tard. Elle est conduite au siège de la police à Marseille où elle est interrogée pendant 39 heures par les services secrets français. En fait, Ariane, elle a révélé que la France avait participé à des frappes qui ont tué des civils en Égypte. Ça se passe ici, dans le désert occidental, une zone de 700 000 km² qui s'étend du Nil à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Début 2016, une équipe de 10 agents français entre clandestinement en Égypte. Parmi eux, il y a notamment 2 pilotes d'avion et 4 analystes. La musique est banger. Non mais après ça c'est les reportages de Villa, ils sont aussi hyper bien réalisés en général. Hein. Qui vont opérer un avion français de surveillance Merlin 3. On leur a expliqué qu'ils sont là pour faire de la surveillance antiterroriste. Parce que bon, genre d'habitude c'est quelque chose que je dis au début des réacts, mais là vu que ça a commencé par meurtre, bombardement, civils tués, j'étais en mode bon, je vais pas trop casser du coup avec la technique, mais c'est vrai que c'est assez irréprochable. Le compte du dictateur égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans le cadre d'un partenariat entre les deux pays. Même le sound design est trop... Enfin... L'objectif, en fait, c'est de survoler la zone pour contrôler si des groupes armés pénètrent sur le territoire depuis la Libye. Et avec cet avion de surveillance, ils vont sillonner la frontière et relever des coordonnées GPS de localisation de pick-up. Mais très vite, les agents français ils comprennent que ce ne sont pas des groupes armés, mais plutôt des trafiquants, des petits contrebandiers qui passent des cigarettes, des médicaments ou encore de la nourriture et parfois des armes entre les deux pays. C'est des gamins qui ont entre 18 et 30 ans, qui se filment d'ailleurs souvent pendant leur déplacement dans le désert. Et ce sont des jeunes qui vont être ensuite bombardés par l'armée égyptienne grâce aux renseignements français. À l'époque, les militaires français sont très clairs dans les alertes qu'ils envoient régulièrement à leur hiérarchie. En janvier 2017, ils écrivent carrément que la problématique terroriste n'a jamais été abordée dans ce partenariat. Et ces alertes, ils en ont fait pendant 1 an, 2 ans, puis 3 ans, en vain. François Hollande et Emmanuel Macron ont été informés de ces exactions sans jamais en tirer des conséquences. Pourquoi rien n'a bougé alors que les militaires français l'ont dénoncé ? Les thunes, l'argent, l'oseille, le fric, la moula. En fait, depuis 2013 et le coup d'État d'Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte est devenue un énorme client de notre industrie de l'armement et un partenaire privilégié de la France. Et c'est notamment pour toutes ces raisons que je viens de vous expliquer qu'après les révélations de Disclose sur la complicité de la France dans des crimes d'État, Ariane Lavrieux a été perquisitionnée. Bah force à elle, hein. La nuit du 19 septembre, c'était une nuit comme les autres. J'entends frapper à ma porte, un gros boum boum boum, et là en fait c'est 10 policiers, une juge qui veulent rentrer chez moi et qui m'expliquent bah voilà, vous êtes placé en garde à vue, on va perquisitionner votre appartement, vous devez savoir pourquoi on est là et ça ira plus vite si vous nous montrez directement les documents.
Je refuse de participer à cette perquisition. Et donc, il fouille tout l'appartement de fond en comble. Les ordinateurs, les disques durs, les téléphones. C'est vraiment des techniques de mafieux. Hein. Je suis désolé, mais... Genre, tu sais, tu rentres chez toi, ton appartement a été saccagé, c'est vraiment un truc de mafieux. Enfin... Analyser toutes les données, tous les documents, tous les messages, tous les mails qu'il y a dessus. L'objectif des enquêteurs et de la juge, c'est les sources de disclose. Quand ils me placent en garde à vue, ils me montrent leur avis de garde à vue, et je vois qu'en fait, je suis espionnée par au moins 6 agents de la DGSI. Voilà, elle est fichée S. Depuis plusieurs... Typiquement, les gens où on vous explique que c'est des terroristes, parce que les terroristes sont fichés S et tout, cette meuf est sûrement fichée S. Mois. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas quelle technique ils ont employée, mais je sais qu'ils ont utilisé, qu'ils m'ont espionné. Et plusieurs mois après, presque un an après, quand je suis convoquée par la juge, là je reçois le détail de l'enquête, et là c'est délirant. C'est totalement délirant. Je me rends compte, donc elle a demandé à la DGSI, qui est chargée de déjouer des attentats terroristes. Quand tu vas être parano après. Ah non, mais ça c'est un truc de fou. Hein. On avait vu à un moment donné, je sais plus à quel moment, on avait parlé de l'histoire c'était Julian Assange, je crois. En tout cas, les gens qui avaient fait les gros lanceurs d'alerte qui avaient révélé des trucs très très graves. Genre le mec qui avait fait WikiLeaks. Et on avait vu à quel point, genre, la paranoïa avait pris le contrôle de sa vie. À quel point il avait échappé à des... ah non, c'était Snowden, pardon. Qui avait échappé à des tentatives d'assassinat et ça l'avait rendu zinzin, sa mère. Genre, il était devenu vraiment complètement fou. De me suivre physiquement dans la rue pendant près d'un mois. J'ai eu une équipe de 3 agents de la DGSI qui se le relayaient pour me suivre en train d'aller à une conférence de journalistes, de donner des cours, d'aller voir des amis. Il y a la CA qui te cherche, tu flippes. Parce qu'elle te cherche pour te buter, quoi. Littéralement. Enfin, genre, il a échappé à des tentatives d'assassinat. De boire des coups. Rendre les gens fous, c'est une de leurs armes. Oui, en plus. Ça m'a vachement affecté dans mon quotidien, aussi dans ma vie personnelle. Ça m'a créé une sorte de paranoïa. Et c'est un signal d'alarme qu'il faut prendre extrêmement sérieusement. Parce que si on ne réagit pas, si on n'utilise pas notre indignation, là, que l'on a pu avoir, que moi j'ai pu avoir, d'autres situations risquent de se reproduire et vont se reproduire. Et à la fin, non seulement les journalistes ne pourront plus rien publier, mais les citoyens seront désolés. Tu penses qu'il va se passer quoi là, dans le futur si on laisse ce type de procédure se reproduire? À Disclose, on ne dit pas qu'on doit abolir le secret défense. On n'a jamais écrit ça. En revanche, là, le secret défense n'est pas utilisé pour protéger des vies, pour protéger la sécurité. Il est utilisé pour protéger des crimes. Il est utilisé pour protéger des complicités de crimes. Comme le reste du secret défense aussi à plein de niveaux en vrai. C'est évident que du matériel français est utilisé à travers le monde dans des conflits pour tuer des civils. Et c'est la raison principale de pourquoi je fais cette vidéo. Déjà parce que ça fait longtemps que je voulais vous parler de ce sujet sur ma chaîne, notamment depuis mon enquête sur les comportements des soldats israéliens dans la bande de Gaza, mais aussi parce que je pense qu'on n'est pas impuissant et qu'on peut changer les choses. Ces informations que révèle Disclose, elles permettent à la fois de faire pression pour que le pouvoir rende des comptes, mais aussi de se mobiliser. Il a bien raison. En juin dernier, les dockers de Marseille ont bloqué des livraisons d'armes en direction d'Israël. Force à eux. Basé. Des gens sont allés manifester devant les entreprises Eurolinks et Thales. Au Salon du Bourget en juin 2025, c'est que la vidéo, c'est un documentaire de Charles Villa. 5 stands d'entreprises israéliennes, dont Elbit Systems, ont été recouverts par des panneaux noirs avant l'ouverture du salon de l'aérospatiale. Chez Thales, une lettre ouverte de la CGT adressée au PDG en septembre 2024 demandait à ce que le groupe cesse le commerce et la collaboration avec l'État d'Israël. Dans d'autres pays, les appels au boycott ou au blocage ont eu un écho dans la société civile. C'est bien d'avoir ce genre de discours, bougeons notre cul, surtout quand on a une audience. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est bien de pas s'arrêter à « il faut être au courant ». Genre, ok d'accord, être conscient que ça arrive, c'est l'étape numéro 1, voire l'étape 0 en fait. Parce que juste changer les consciences là comme ça changera pas grand chose concrètement. Faut se mobiliser. Il y a des façons de lutter contre la guerre en général, le pacifisme aussi. Il y a une vraie lutte politique à ce niveau-là. Toutes ces initiatives, qu'elles soient à l'échelle nationale ou internationale, elles ont été utiles. D'autant plus quand on voit à quel point la communauté internationale a été incapable d'agir, ne serait-ce que pour imposer un embargo sur les armes.
Avec ce qui s'est passé dans la bande de Gaza ces 2 dernières années, la violence inhumaine qui s'est déchaînée sur la population civile, il faut impérativement qu'il y ait plus de transparence dans notre pays sur les ventes d'armes, qu'on respecte les traités qui les encadrent et que la presse puisse enquêter librement sur ces affaires. Pour ça, il faut continuer à mettre la pression sur la classe politique comme sur les entreprises qui participent à ce commerce. Je partage le travail de Disclose. Oui, après, moi, du coup, avec mon analyse marxiste, forcément, je pense qu'il faut aller plus loin que ça et remettre en question tout le système, si tu veux que ça arrête d'exister. C'est-à-dire que c'est pas juste en augmentant le niveau de surveillance et en faisant plein d'efforts pour que ça n'arrive plus que tu vas vraiment... Enfin, à la limite, tu vas minimiser le problème, mais tu vas pas le supprimer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un peu cette problématique-là. Et encore une fois, il y a qu'une seule vraie façon d'arriver au pacifisme, c'est l'internationalisme et le socialisme. Il n'y a pas vraiment d'autre système qui peut permettre ça, en fait. Donc il faut pas juste s'arrêter là, s'arrêter genre au fait de se mettre au courant, s'arrêter au fait de voter et de voter pour des pouvoirs qui seront un peu plus stricts par rapport à ça et qui vont faire un peu plus attention. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment remettre profondément en question tout le système impérialiste, parce que en fait, genre le complexe militaro-industriel n'est qu'une partie de justement toute cette structure impérialiste. Et encore une fois, l'impérialisme, ça dépasse largement la question des nations et des États, tu vois. Et on aura toujours, en fait, systématiquement des crises, qu'elles soient à la fois humanitaires ou des crises, même des génocides, etc. Ils existent aussi par rapport, en fait, à un rapport à la production. Ils existent aussi par rapport à une façon de s'organiser, par rapport à l'État-nation. Enfin, toutes ces choses-là qu'il faut être capable de remettre en question plus loin que simplement juste faire en sorte qu'on ait un pouvoir actuel qui soit un peu moins con par rapport à ça. Je veux dire, in fine, on devrait pouvoir être dans un monde dans lequel on n'a pas besoin de tous ces trucs-là, quoi. Genre, mais bon, après, ça, c'est une lutte sur du très long terme, hein, bien sûr. Mais encore une fois, je suis pas pour qu'on n'ait aucun moyen de se défendre. Au contraire, hein, c'est juste que... ça, c'est des trucs que j'ai déjà parlé quand on avait parlé du cas Usul, le Lisan Al-Gaïb, là. Si vous voulez plus de data par rapport à ça, j'ai un peu plus exposé par rapport à ça. Mais la vraie question qu'il y a autour du complexe militaro-industriel, c'est qu'il a toujours été en fait à la racine de l'impérialisme, du colonialisme et du capitalisme depuis son ère la plus primitive, en fait, hein, y compris dans les ères proto-capitalistes, les technologies militaires et le complexe militaro-industriel international a toujours été fondamental pour que ce système-là il puisse tourner, pour que cette façon-là d'exploiter le monde et ses habitants continue de tourner. Donc il faut vraiment être capable de le remettre en question si on veut vraiment que ça s'arrête. Même si, entre-temps, ça reste, tout ce qu'il a dit avant, super important sur la dimension de permettre aux journalistes de faire leur travail correctement, etc., etc., etc. Et ce sera ma conclusion par rapport à ce reportage. Merci beaucoup. Big shout-out à Charles Villa et big shout-out à Disclose. Encore une fois, moi, c'est des gens que je respecte énormément par rapport à leur taf. Kiss YouTube. On va se quitter maintenant. N'hésite pas à lâcher du soutien, pouce rouge, pouce rouge, pouce bleu, je commence à être fatigué, pardon. Pouce bleu, commentaire, tous les trucs, tu connais le Forge Event. Maintenant, je le répète à chaque fin de vidéo, c'est bon, t'as capté. Allez, kiss, kiss.